Depuis notre début de notre conversation, là, il y a sans doute pratiquement une centaine ou un millier de logiciels qui sont sortis et qui seront probablement obsolètes demain matin. Il y a un côté vertigineux là-dedans qui fait que aujourd'hui, ce qu'il faut absolument faire pour quelqu'un qui démarre, c'est se créer ses propres limites. Se dire par exemple, choisis précisément ton synthé, ton plugin, essaie de rester scotché dessus pendant 6 mois ou 1 an avec ça seulement. Moi, j'ai commencé à faire de la musique en étudiant un peu le piano, et puis ensuite j'ai joué dans des groupes de rock. Mais surtout, ce qui a été déclencheur, mais sans que je me rende compte, c'est qu'en fait, à 11-12 ans, mon grand-père m'a offert un magnétophone d'occasion, Grundig, un magnétophone allemand, et je passais mon temps à enregistrer toutes sortes de choses. Il y avait 2 cafés qui étaient en bas de chez mes grands-parents. Je faisais glisser le micro par le balcon, et j'enregistrais le son des putes et des soldats qui étaient là. Et donc j'enregistrais tout ça. Puis un jour, j'ai passé la bande à l'envers, et j'avais l'impression que j'avais des aliens qui me parlaient. J'ai commencé à trafiquer les sons, mais sans savoir que ça allait être en fait finalement mon vocabulaire ou la manière dont j'allais faire de la musique plus tard. Et je l'ai réalisé ça quand j'ai travaillé avec Schaeffer au groupe de recherche musicale, et qui a été le premier à me faire comprendre au fond que la musique n'était pas seulement faite de notes basées sur le solfège, mais était faite de sons et de bruit, et qu'on pouvait enregistrer le son de la pluie ou du vent et en faire de la musique. Et en fait, c'est comme ça que j'étais en contact avec le GRM, donc le groupe de recherche musicale. C'était une approche de la musique et du son qui était extrêmement libre. Il y avait des philosophes, il y avait des sociologues, il y avait des chimistes, tous passionnés par le trafic sonore, quoi, le design sonore. Maintenant, le musicien travaille comme le peintre ou le sculpteur, c'est-à-dire directement sur la matière. Et donc il y avait un concours, et donc je suis rentré là, et j'y suis resté 3 ans, et c'est vraiment ça qui a été pour moi le déclencheur, quoi. Quand je découvre la musique électroacoustique, etc., je me dis, on tient notre évolution. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock et les États-Unis. C'est un truc qui est fondamentalement européen. C'est aussi ça qui m'a fait m'engager dans quelque chose qui était complètement différent de la musique même que j'écoutais ou que je faisais à travers mon groupe, quoi. Et on a toute liberté pour établir son plan. C'est une autre manière d'aborder la musique. Et ça, je l'ai senti vraiment très tôt, et en étant convaincu que ça allait être, à un moment donné, la musique la plus populaire dans le monde. Une période dont on parle peu d'ailleurs dans l'histoire de la musique électronique, où il y avait ces sortes de singles instrumentaux qui cartonnaient pas mal d'ailleurs dans les radios et ailleurs. Voici donc Zigzag Danse. Et j'en ai fait pas mal sous des pseudonymes, même avant Popcorn. Quand les Américains ont sorti ça, ils m'ont demandé de faire une version européenne, en fait. Et c'était vraiment, effectivement, la première fois, avec Popcorn, qu'il y avait quelque chose sur le plan électronique qui venait des États-Unis, puisque Popcorn est américain au départ. Et donc il y a eu ce moment-là, avec aussi un autre album assez fondateur d'un point de vue américain, qui était Switch on Back, qui a introduit une sorte de confusion par rapport à ce qu'étaient les synthés, où d'un seul coup, à cause du fait que cet album, c'était des reprises de Bach au synthé, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, finalement, le synthé, c'est pas un véritable instrument, c'est un instrument qui imite les instruments de l'orchestre, et donc c'est un genre de fake. La réputation des synthés a été un peu ternie ou en fait déviée par rapport au succès de cet album. Finalement, pour tous les gens qu'on connaît, on connaît finalement les choses marquantes. Pour moi, les gens connaissent Oxygène, Equinox, ils connaissent les grands concerts. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de raconter aussi la raison pour laquelle d'un seul coup, quelqu'un va faire ce que j'ai fait plutôt qu'autre chose. Quand je sors du GRM, pourquoi je sors de ça? C'est que je me dis, la recherche c'est bien, mais le contact, et d'ailleurs ce que me dit Schaeffer, toi t'es fait plutôt pour aller au contact des gens et pas seulement de la recherche en laboratoire d'une certaine manière. Et en fait, paradoxalement, la première demande que j'ai, c'est à l'Opéra de Paris, où en fait il n'y avait jamais eu de musique électronique ou électroacoustique avant, et donc je fais rentrer finalement la musique électro à l'opéra en faisant la musique d'un ballet. Et c'est une époque où, effectivement, il faut que je gagne ma vie, et donc je commence à faire pas mal de trucs différents pour des pubs, les singles dont on parlait instrumentaux, et en même temps, je me retrouve donc chez Dreyfus, un éditeur, l'équivalent à l'époque d'une sorte de Branson français, qui est sous contrat des gens comme Christophe, et il me dit, puisque je fais pas mal de choses différentes, il me dit, tiens, viens aux séances de l'album, puisque là, en fait, il y avait la volonté que Christophe sorte du côté variété. Et moi, j'étais très obsédé à l'époque par les concept albums, les albums anglais du type King Crimson, Pink Floyd, etc. C'est-à-dire des albums qui ne sont pas juste une succession de chansons, mais qui racontent une histoire et qui tentent de créer un univers dans l'album lui-même. C'est ce qu'on met au point pour Christophe. Et au bout d'un moment,
on ne pouvait pas s'adresser à des paroliers français de chansons pour faire ça. Il fallait trouver autre chose. Et comme moi, j'aimais bien écrire et que c'était aussi une chose que je faisais, je me suis collé au texte. Mais en fait, c'était avant tout pour un problème sonore. C'était des sortes de travaux pratiques pour pouvoir arriver à faire la musique et les albums que j'avais envie de faire. Une volonté qui était très novatrice, justement, de ne pas suivre les canaux de la chanson française traditionnelle. Pour Les Mots Bleus, moi je m'étais fixé un dogme, c'est de faire une chanson d'amour sans jamais prononcer le mot amour dedans, par exemple. Les limitations, on le sait, c'est ça qui génère ce que vous êtes, au fond. Les premiers albums sont vachement intéressants parce que, justement, il y a très peu de moyens. Prends le premier album de Daft Punk ou de R, par exemple, ce sont des albums faits dans la cuisine, pratiquement, comme je l'ai fait, moi. Le fait finalement, de mettre les mains dans les textures sonores, dans les fréquences, dans les sons. C'est un parfait exemple du fait que la technologie dicte les choix et les styles. Si on remonte plus loin, c'est parce que le violon a été inventé que Vivaldi a existé. Et c'est la même chose pour les synthés. Alors, le VCS3, c'était en fait l'instrument qui est vraiment le vrai premier synthé européen. Donc c'était un synthé anglais qui était une sorte de version un peu plus pauvre ou plus minimaliste des synthés américains qui étaient faits à cette époque-là, mais qui avait un avantage énorme, c'était cette espèce de matrice avec des pins, comme ça, des aiguilles, qui permettaient de ne pas câbler le synthé, de pouvoir en fait très très rapidement rentrer les éléments et les modules les uns dans les autres. Et ça donnait des choses tout à fait particulières. Je pense que j'ai eu un des premiers avec Floyd, qui s'en est servi aussi pour Dark Side of the Moon. Très symboliquement, j'ai vendu ma guitare et mon ampli pour pouvoir avoir les moyens de m'acheter ce synthé. Le premier sampler qui est arrivé, c'était le Fairlight, et le 5 claviers aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir un des premiers Fairlight. Et pour moi, ça a été un soulagement terrible. Avec un sampler, on pouvait enregistrer son chien et faire un solo de chien, quoi. Ça a changé complètement la manière de faire de la musique. Ma position par rapport au sampling, c'est qu'effectivement, c'est un des aspects fondateurs de la musique moderne. Tout le monde remixe tout le monde. Et, Picasso a remixé l'art africain. Tout le monde vole, parce que, comme dit Banksy, hein, le talent s'inspire, mais le génie vole. C'est le résultat qui compte aussi. Les gens qui volent simplement parce qu'ils sont des voleurs, c'est complètement différent de gens qui volent parce qu'ils en font quelque chose de particulier et de personnel. C'est aussi ça, la musique électronique, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a un côté bidouille aussi, il y a un côté bricolage. Moi, Oxygène, j'ai un petit 8 pistes dans un studio, qui est d'ailleurs une ancienne cuisine, qui est assez symptomatique. J'ai un vieux mélotron que j'avais récupéré des séances de Christophe, où il doit y avoir 8 notes qui fonctionnent, tout le reste est pété. La partie d'Oxygène, Oxygène 2, et en fait, c'est un très bon exemple de limite. Je pars des seules notes que j'ai disponibles sur le mélotron et en fait, je construis le morceau autour de ces notes. Et aujourd'hui encore, les plugins, ce qui est intéressant, c'est de les détourner, de créer des accidents. Maintenant, il y a même des plugins qui créent des accidents volontairement. On voit à quel point, donc, c'est important, justement, cette notion de limite. À l'époque, moi, quand je commence, ou même encore très récemment, la technologie était limitée parce que ça coûtait trop cher, et aussi par le nombre d'instruments disponibles. Il n'y avait pas tant que ça. Et aujourd'hui, je pense que la technologie a tendance à nous faire croire qu'on est dans un univers no limites. Et que depuis notre début de notre conversation, là, il y a sans doute pratiquement une centaine ou un millier de logiciels qui sont sortis et qui seront probablement obsolètes demain matin. Et donc, du coup, il y a un côté vertigineux là-dedans qui fait que aujourd'hui, ce qu'il faut absolument faire pour quelqu'un qui démarre, c'est se créer ses propres limites. Se dire, par exemple, choisis précisément ton synthé, ton plugin, essaye de rester scotché dessus pendant 6 mois ou 1 an avec ça seulement. Il n'y a que 12 notes dans la gamme, donc tout a été fait. Donc qu'est-ce qui va faire que ce que tu fais est différent? C'est pas la technologie qui va te l'apporter, c'est toi. Donc c'est bien de se fixer ses propres limites aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin moi quand je fais de la musique aujourd'hui, c'est toujours ce que j'ai fait de toute façon, c'est en fait souvent la texture qui donne l'idée de la mélodie ou la mélodie qui donne l'idée de la texture, donc c'est vraiment imbriqué ça. Je pense que c'est les deux qui font qu'un morceau est intéressant ou pas. En faisant Oxygène, j'avais surtout, ce qui était en fait finalement assez influencé aussi d'une tradition de musique classique, c'est ces longues plages instrumentales, qu'on soit dans la techno, dans la house ou dans l'électro, on voit bien que c'est vraiment très inspiré sur le plan de la forme
de la musique classique. Et j'avais envie justement de m'exprimer d'une manière différente. Donc ça s'est fait de manière très instinctive, mais ça correspondait aussi à un besoin. Quand Oxygène sort, on est en pleine période disco et en pleine période punk. En fait, j'avais moi aussi cette idée que la musique puisse s'exprimer de manière complètement différente et de manière plus libre et moins formatée. Et Oxygène, d'une certaine manière, le succès d'Oxygène, c'est que je pense aussi d'avoir fait exploser ces structures-là. Oxygène, on se dit au premier degré, oui, c'est quelque chose de joyeux, mais en fait, quand on prend le titre et quand on prend la pochette avec le crâne, la terre écorchée avec un crâne à l'intérieur, qu'on écoute l'album, il y a un côté assez dark, même dans la musique. Indépendamment du tube qui peut passer à la radio, le reste, il y a un côté assez dark et assez sombre. Et en fait, c'est ce va-et-vient qui fait que, je pense, qui peut aussi expliquer une forme de longévité ou d'intemporalité dans la musique, dans la mienne et dans celle de certains autres aussi. Ce qui reste de mon premier concert, en fait, qui était un concert où j'ai eu le choc de ma vie en voyant 1 million de personnes arriver à ce concert, et qui était au départ un concert complètement underground, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de promo. Heureusement, Giscard avait eu la bonne idée de faire le défilé à la Bastille. Donc ça a libéré la Concorde et on a pu faire ce concert qu'on ne pourrait jamais faire aujourd'hui, au 14 juillet. J'avais en tête, moi, l'idée d'essayer de changer la manière dont on écoutait la musique. Et la musique électronique avait un handicap. On ne va pas avec des instruments qui sont des instruments de scène, comme une batterie, une guitare, etc. Et donc, du coup, c'est pas très sexy de rester derrière un gros modulaire ou un laptop pendant 2 heures. Il faut que je trouve la grammaire c'est quoi la grammaire de la musique électro sur scène. Et donc, j'ai eu l'idée, justement, de prendre les lumières, les projections. Et puis, je me suis posé des questions sur des instruments. C'est comme ça qu'est née la harpe laser, par exemple, qui était un instrument qui me paraissait assez dément de l'idée de se dire, en extérieur, il y a des gens qui peuvent être là à 100 mètres de la scène et quand même voir en synchro, en fait, entendre un son qui est joué et de le voir. En fait, c'était ça la genèse du concert de la Concorde. Et ce que j'en garde, c'est cette jubilation de détourner un endroit. Même moi encore, quand je passe place de la Concorde, je revois encore les yeux projetés géants sur les murs qui me regardent. Et je sais que les gens qui ont assisté à ce concert m'ont dit ça a changé ma vision de l'endroit. Et puis l'autre chose que je me souviens, c'est que j'ai appris qu'effectivement, il y avait eu 7 accouchements pendant le concert. Et donc, les bébés aujourd'hui ont 40 ans, je ne les connais pas, mais j'espère qu'ils vont bien. J'ai eu, moi, une chance. C'est pour ça que je voulais écrire à un moment, de donner ce livre pour expliquer, en fait, que moi, j'ai rien décidé du tout. À partir du concert de la Concorde, j'ai eu des propositions les plus dingues, les unes que les autres. Je ne les ai jamais initiées. Je me suis jamais dit un jour je vais aller en Chine, un jour je vais aller au Texas. D'avoir été le premier musicien occidental à jouer en plus de l'électro en Chine juste après la chute de Mao, d'avoir joué à Houston avec la collaboration de la NASA. D'avoir joué avec pour l'H Walesa en Pologne. C'est difficile de choisir, mais je pense que si j'avais un concert à choisir, je pense que ça serait sans doute celui de la Défense. Parce que jouer dans son propre pays au moment de la célébration de la Révolution devant 2,5 millions de personnes, ce qui est un truc de dingue, parce que c'était 2 fois ce qu'on a vu pour la Coupe du Monde de foot. C'était incroyable de voir la foule depuis la Défense, pour les gens qui connaissent Paris, de la Défense jusqu'à la Porte-Maillot et de la Porte-Maillot jusqu'à l'Arc de Triomphe. C'était un truc de dingue et c'était sans doute un des moments les plus émouvants sur scène de concert. En plus, il y avait un temps superbe, c'était un moment magique, quoi. Le blues qu'on a après un album ou après une tournée, c'est en fait quelque chose qui est un peu douloureux. Il y a 2 attitudes par rapport à ça. Ou des gens qui se disent « je reste sur mes acquis et donc je vais refaire exactement la même chose parce que ça a marché, donc je ferai la même chose ». Ou alors de se retrouver justement, d'assumer ce blues. Et ce blues, c'est quoi? C'est finalement le retour un peu au moment de l'adolescence, quand on est ado, et qu'en fait toutes les portes sont encore ouvertes et qu'il y a cette espèce d'inquiétude, on est en perte de repère. Et je pense que le fait de reprendre cet état
en fait, de disponibilité, mais en même temps d'inquiétude. C'est ce qui fait que après l'horizon va se rétrécir, comme quand on devient adulte, et va se rétrécir sur un thème ou un sujet en particulier, et qui va être la genèse du prochain album ou du prochain roman ou du prochain film. Après, on suit chacun son propre chemin. Après avoir traversé une période assez sombre sur le plan personnel, j'avais envie d'ouvrir les portes dans l'électro, comme vous le savez. C'est un travail assez solitaire, on est tout seul dans son studio, un peu comme un écrivain, un peintre, et à un moment donné, j'ai eu envie d'ouvrir les portes et de me dire, ça serait intéressant de collaborer vraiment avec des gens. Et donc j'ai envoyé comme ça des bouteilles à la mer, et tout le monde m'a répondu positivement, et ça a fait ce projet Electronica, qui est devenu un truc mammouth, avec 32 collaborations, de Massive Attack en passant par R, M83, John Carpenter. Et donc il y a eu une sorte non pas de filiation, mais de complicité, de connivence, et où je me sens moi-même beaucoup plus en phase que je ne l'ai jamais été. Quand je commençais, par exemple, on était vraiment rejeté, où il y avait une forme de mépris ou de condescendance par rapport à des synthés qui n'étaient pas considérés comme des vrais instruments. Et donc c'est resté ça, de toute façon, depuis toujours. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la veille probablement de la plus grande révolution technologique que les êtres humains vont expérimenter, qui est l'intelligence artificielle. Le fait que d'ici une dizaine ou quinzaine d'années, il faut se préparer à ce que des algorithmes puissent créer de la musique, des scénarios de films, des romans, des histoires de manière complètement originale, et va obliger à nous resituer comme citoyens de la planète, mais comme créateurs aussi. Il faut plutôt s'en réjouir, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est effectivement la prochaine révolution qui nous attend, et qui va être beaucoup plus importante encore que celle qu'on a connue avec l'avènement de l'électricité, par exemple. Moi, je suis plutôt optimiste par subversion. C'est-à-dire que quand Oxygène sort, c'est le moment du punk, avec la devise « No Future », et moi, ce serait plutôt « What Future ?».